Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Et oui, deux légendes qui vont nous accompagner dans ces vraies voies du sport. Gilbert Duclos-Lassalle, je le disais, en ce jour triste, en ce jour de catastrophe sur le cyclisme international et le décès de Gino Madère. Il se trouve que Gilbert Duclos-Lassalle, ancien double vainqueur de Paris-Roubaix, est aussi organisateur de courses cyclistes. Et vous allez voir, nos routes sont de plus en plus dangereuses. Exemple dans les Pyrénées la semaine dernière. Et nous en parlerons donc avec l'ancien double vainqueur de Paris-Roubaix. Et puis, autre légende passée, ancien membre de l'équipe de France de basket, mais légende actuelle au micro, le consultant de beIN Sport, celui qu'on appelle The Voice, Jacques Monclar. Bonsoir Jacques le basketteur. Bonsoir Fred, bonsoir à tous. Bon, on a vécu hier en basket un moment d'histoire. Le titre de champion de France pour Monaco a été obtenu dans un stade incroyable, Roland-Garros, oui, sur le court central. C'était un sacré pari, pari réussi Jacques ? Oui, Paris réussi par les Métropolitans, par l'organisation de la finale faite par la LNB. Tout ça, c'est un vrai succès. On avait vu aussi au cours de la saison des localisations à Bercy, à la suite à Corarena, je sais plus quoi. En tout cas, à Bercy. Oui, si on dit Bercy, c'est bien Accor Hotel Arena. Voilà. Accor Hotel Arena, pardon. Enfin, on sait où c'est. Et même à l'Arena 92. Donc le basket, on peut le placer comme ça. Et Bercy et Roland-Garros, c'est vrai, maintenant que c'est couvert, est un écrin absolument merveilleux. Alors, vous parliez des Mets, cher Jacques. Donc, c'est le club de Boulogne-le-Valois avec le fameux Victor Wembanyama qui était l'adversaire de Monaco. Ça veut dire quoi quand même ? Ça veut dire que Boulogne-le-Valois était aussi obligé d'organiser ce match de finale dans un espace que ce club n'avait pas. Parce qu'on a quand même beaucoup de palais des sports aussi, de gymnases qui sont un peu exigus et pas très praticables. Encore, c'est un problème français, non ? Oui, français, mais je dirais de moins en moins français, et encore pour un moment très parisien, parce que je pense que c'est une des limites du sport parisien, et que dès qu'il y aura au moins l'aréna de la Porte de la Chapelle, qui va être la demeure du club du Paris Basket, ça va permettre d'avoir une salle avec une jauge à 8000, je crois. Donc c'est intéressant, là, au-delà de la présence formidable de Victor, du développement de Bilal Koulibaly, qui vont tous les deux drafter cette année avec Victor en numéro 1, c'est un truc de fou d'ailleurs. Donc drafter, pour les non-initiés, Jacques, drafter, donc c'est qu'ils vont donc peut-être, enfin sûrement même, aller en NBA américaine. Chaque année, la NBA choisit les meilleurs joueurs de la promotion qui se présentent, et Victor va être numéro 1, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du basket français. Et la NBA organise aussi un principe entre toutes les équipes qui n'ont pas eu une saison réussie pour que, en fonction des chances, il y en ait une qui récupère le meilleur choix. Et c'est tombé sur les San Antonio Spurs, voilà. Oui, qui était le club d'ailleurs de Tony Parker. Alors il y a deux choses. Et de Boris Dio. Oui, et de Boris Dio, bien sûr, et de Nando De Colo. Boris Dio qui a été capitaine de l'équipe de France aussi. Alors bon, il y a deux choses. On va déjà quand même revenir sur le champion de France, l'AS Monaco. C'est un club qui est en train de s'installer parmi les meilleurs Européens, qui a participé au Final Four de l'Euroleague, qui est l'équivalent de la Champions League de football. Monaco, c'est très costaud. Oui, et puis c'est une histoire magnifique. C'est une prise en charge il y a 10 ans. Ils sont en National 1, c'est-à-dire le 3e niveau français. Et ils montent, ils arrivent, ils s'installent. Il y a l'arrivée de M. Fedorossev, une structure, des entraîneurs qui sont mis en place, Zvezdan Mitrovic qui fait avancer le club. Et là, maintenant, c'est Sacha Obradovic. C'est un très beau champion. C'est la première fois que la Roca Team, la SM, c'est la S Monaco. Oui, c'est comme le football, pareil. Voilà. Ouais. Et championne de France. Et c'est un très beau champion et très dominant. Qui en plus gagne la Coupe de France, fait le doublé, et en Coupe d'Europe, en Euroleague, fait le Final Four. En ayant gagné sur le terrain sa place en Euroleague, quand ils ont remporté il y a 2 ans l'Eurocoupe. Voilà, donc, qui est la deuxième Coupe d'Europe en fait. Voilà. Il y a des trophées, il leur manquait
le gros trophée en bronze, qui est lourd d'ailleurs, qui est ce trophée de champion de France. Ouais, bravo à eux, avec des joueurs emblématiques, avec un Elie Okobo, un Mathieu Strazel qui ont été bien, le capitaine français Yacouba Ouattara a été exemplaire toute l'année, mais toute une bande d'étrangers. Grand club dont Jacques Monclar à Monaco, effectivement. Alors maintenant, intéressons-nous à Victor Wembanyama. Bon, vous venez de nous dire son parcours, ça annonce quelque chose de magnifique. Quelle est la particularité de ce joueur? Il est donc très grand, mais a finalement une mobilité comparable à des joueurs un peu plus petits. C'est un peu le Usain Bolt de l'athlétisme? Je sais pas. Victor fait 2 mètres, il grandit peut-être encore un peu, donc 2m23 on va dire. Ouais. Je dirais 2,40 ou un peu plus d'envergure et une mobilité d'un garçon d'1m90. Donc avec aussi le contrôle de ses leviers, parce que plus on est grand, plus c'est dur de contrôler le shoot, c'est la longueur d'un levier, il est plus dur à contrôler. Il a tout, il a la tête bien faite, il faut qu'il se renforce un peu physiquement, mais sans obsession ou excès. Voilà, moi j'adore ce personnage qui a dominé complètement notre ligue cette année dans tous les chiffres. Oui, incroyable, c'est lui le premier à chaque fois. Ouais. Alors Monaco, c'est autre chose, c'est l'expression du collectif. Ils sont tellement nombreux à pouvoir être bons, les Mike James, les Jordan Lloyd, on pourrait les citer, Blossom Game hier. Enfin bon, ils ont tous été bons dans Théoul pendant la saison. Mais à Boulogne-le-Valois, Victor, lui, prend tout. Il a dominé comme c'est pas possible, Fred. Tu sais qu'on parle souvent de nos sports préférés. On parle des Landes. C'est une domination monstrueuse de ce que Victor, à 19 ans, a fait sur la Ligue française. Certes, ils perdent en finale contre un Monaco qui est... Dans l'histoire, c'était très bien écrit dans l'équipe ce matin, du basket français, je pense que c'est la numéro 2 en termes de puissance. Après le Limoges 93 qui gagne l'Euroleague pour le coup. Bon, alors une autre actualité concernant le basket, et je crois que c'est sur votre chaîne, Jacques, sur beIN Sport, c'est l'Euro féminin. Alors les filles sont dans un groupe, un sacré groupe, avec la Slovénie qui est co-organisateur, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Possible victoire des filles de Jean-Aimé Toupane, le nouvel entraîneur? Déjà sortir de la poule sans défaite. La Grande-Bretagne a battu la Slovénie qui n'a pas l'air au mieux. On a battu l'Allemagne hier 58-50. Voilà, c'est fait. Mais c'est un championnat d'Europe qui est long. Oui, on peut ambitionner l'or. En tout cas, c'est l'objectif affiché. Moi, je fais pas d'obsession sur perdre des finales. Quand on est en finale, c'est qu'on est autour et il faut continuer, basta. Elles peuvent gagner, elles peuvent manquer un peu de réussite dans le shoot à 3 points, comme ça a été le cas dans le premier match. Mais on sait aussi qu'il y a 1 ou 2 absentes qui font du mal, à commencer par Marlene Johannes. Oui. Voilà, donc... elles ont battu quand même aujourd'hui, rappelons-le, la Grande-Bretagne, après avoir battu les Allemandes hier. Donc il y a une vraie chance. On suivra ça avec vous. Jacques, j'aimerais juste conclure, parce qu'il nous reste 25 secondes, mais moi je passe des soirées avec vous et je ne m'arrête jamais de vous écouter. Mais vous venez de rentrer dans le très select club des gloires du sport. C'est-à-dire qu'il y a un jury qui a estimé que vous faites partie aujourd'hui des gloires du sport. Vous serez récompensé au mois de décembre prochain. C'est histoire de dire que vous avez marqué l'histoire de votre sport. Vous en avez conscience, Jacques? Je ne sais pas si on en a conscience. En tout cas, on sait ce qu'on a fait. J'aime pas trop me retourner sur tout ça. J'ai toujours tendance à le prendre aussi dans le sens d'une famille. Mon père, mes fils... ma famille, quoi. Une famille de basketteurs, les Monclar. Oui. Bon, Jacques, des gens du sport. Voilà. Au-delà du basket, on aime tous les sports. Jacques Monclar, merci 1000 fois d'avoir été avec nous pour cette page basket. On retrouve une autre légende du sport français, Gilbert Duclos-Lassalle, double vainqueur de Paris-Roubaix, le fameux Gibus. Il est avec nous, alors c'est vrai, il y a une actualité difficile pour le cyclisme. On va en parler avec Gilbert, mais c'est aussi le président du club cycliste de l'Escar, à côté de Pau, que nous allons accueillir, parce que vous allez voir aujourd'hui, organiser des courses cyclistes, c'est vraiment pas simple. À tout de suite.
Une actualité sportive conséquente ce week-end. Il y aura bien sûr l'équipe de France de football ce soir, la grande finale du top 14, La Rochelle-Toulouse. Nous en reparlerons dans un instant avec toute l'équipe de François Trio. Et bien sûr mobilisé sur Sud Radio tout au long de ce week-end pour la grande finale. Une actualité vaste, nous le disions, mais aussi une actualité rattrapée par le décès de Gino Meder sur le Tour de Suisse, coureur cycliste professionnel de 26 ans dans une descente de col. La 6e étape aujourd'hui a été neutralisée. Nous voulions parler avec Gilbert Duclos-Lassalle de ces problèmes de sécurité de route. Nous allons revenir avec lui sur le Tour international pyrénéen de la semaine dernière, qui est une épreuve féminine. Mais déjà, accueillons Gilbert Duclos-Lassalle, le grand double vainqueur de Paris-Roubaix. Bonsoir Gilbert. Bonsoir à tous et bonsoir Frédéric. Oui, alors donc je reviens, oui, nous voulions parler de beaucoup de choses, évidemment on va en parler, mais finalement tout ça est lié. Il y a aujourd'hui un cyclisme qui est devenu un sport terriblement dangereux. Il y a eu Casartelli, Kivilev, Veland, Lambrecht, beaucoup de décès sur la route. Comment réagissez-vous? On est inquiet pour notre cyclisme, non? Oui, on est inquiet parce que quand on voit tous ces accidents, même le club de l'Escar, il y a 2 ans, on a perdu aussi un coureur dans la même façon qu'on a vu ce jeune de 26 ans disparaître. Malheureusement, c'est un sport qui se fait sur la voie publique. La voie publique est plein d'aménagements, plein d'îlots directionnels, de tous ces trucs-là qui sont des obstacles pour le cycliste et pour les motards aussi. Et puis après, il y a le risque dans les descentes de col. Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont trop confiance à ces freins à disque et qui retardent le freinage? Que quand on avait les freins à patins, on anticipait sur le freinage parce qu'on savait que ça n'allait pas nous arrêter tout de suite. Alors justement, parlons-en de cet exercice de la descente. Les passionnés de cyclisme se souviennent que vous aviez fait un exploit énorme dans la montée de l'Uzardiden, mais surtout dans la descente du Tourmalet, où vous, le spécialiste de Paris-Roubaix, vous aviez fait 2e d'une étape de montagne. On roule à combien? On roule à 100 km/h? C'est ça? C'est quand même... Ça dépend des descentes. Il y a des descentes qui sont rectilignes, il n'y a pas beaucoup de virages dangereux. Et là, on arrive à atteindre des pointes de 100-105 km/h. Les bons descendeurs, un garçon comme Frédéric Moncassin, qui était un bon descendeur, a toujours frôlé cette vitesse. Moi, c'est pareil. Dans la descente du Tourmalet, j'ai été pointé à 100 km/h. Mais bon, on n'y pense pas. On ne pense pas qu'on est sur une mécanique qui peut casser. Et puis, on ne pense pas qu'il peut y avoir un obstacle qui va arriver, mais ça peut arriver. Ou alors, une faute de trajectoire et vous êtes direct dans le ravin. Ouais, mais vous parliez, Gilbert Duclos-Lassalle, de ces évolutions des vélos. Alors, on veut bien croire que ça roule de plus en plus vite aussi parce que les vélos sont de plus en plus performants. Mais ça veut dire jusqu'où ça s'arrête? Parce qu'il y a un moment, je trouve quand même, pour bien suivre cette discipline du cyclisme, que les chutes se multiplient. Ça va beaucoup trop vite d'une certaine manière, non? Oui, pour moi, il y a une grosse évolution dans le vélo. Il y a eu, d'abord, dans notre sport, il y a eu une grosse évolution. Comme je dis toujours, les années 77, je mangeais le steak et les pâtes 3 heures avant. J'ai fini ma carrière en 95, je mangeais plus que des barres de céréales et un petit déjeuner traditionnel. C'est pour vous dire que la nourriture a changé, les textiles ont changé, le vélo a changé, les routes sont améliorées. Aujourd'hui, on prend le Tour de France et on ne trouve plus de goudron fondu parce qu'il y a la DDE qui passe, qui refroidit le goudron et ainsi de suite. Et c'est pour ça que les athlètes aujourd'hui sont confiants à 100% sur tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a rendu ces vélos tellement performants qu'ils en prennent conscience de très jeunes. Puisque aujourd'hui, vous allez voir des courses de cadets, ils sont tous avec des freins à disque. Et pour moi, le frein à disque, c'est peut-être ce qui provoque toutes ces chutes-là, parce qu'ils sont sûrs de leur frein qui va freiner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne prennent pas de distance, de recul pour un peu plus d'inconscience. Voilà. Après c'est l'évolution. Il faut accepter ces évolutions, il faut s'adapter. Et je pense que d'ici quelques années, on aura moins de chutes parce que les garçons seront adaptés à ce système de freinage. Alors Gilbert, l'ancien champion que vous êtes, accompagné aujourd'hui les jeunes. Vous êtes le président du club de l'Escar à côté de Pau. Vous avez d'ailleurs participé à l'organisation du Tour international féminin des Pyrénées la semaine dernière. Et les filles ont refusé de faire la dernière étape, s'estimant pas assez en sécurité. En fait, elles ont eu peur, mais on peut donner l'exemple tout simple. Elles passaient dans un village et
aujourd'hui, en France, dans les villages, il y a des places de parking sur la route, un coup à droite, un coup à gauche. Ça devient très difficile à gérer nos routes françaises pour organiser des courses de vélo. Tout à fait, Frédéric. On a des difficultés aujourd'hui d'avoir notre stade, comme je dis, qui est la voie publique, parce que tout le monde l'emprunte. Tout le monde a une bonne raison de partir et de croiser la course cycliste. Il y a X dossiers qui sont faits. Vous avez la gendarmerie qui peut vous allouer 2 motards, voire 4 motards, voire 6 motards. Il faut savoir qu'il y a un dossier qui est déposé. Alors, il y a 3 styles de dossiers. Il y a le dossier comme le Tour de France et Paris-Roubaix, qui sont les 2 seules épreuves où la route est fermée 3 heures, 3 heures et demie avant le départ des coureurs. Oui, là, totalement, là, c'est sécurité. Personne ne peut couper la route en voiture, là, évidemment. C'est bloqué. Il y a un gendarme qui est mis à chaque carrefour, à chaque sortie, je dirais presque de maison. Mais ça, c'est que le Tour et Paris-Roubaix en France. Après, vous avez la possibilité de déposer un dossier avec privatisation de la route temporaire. Ça veut dire la voiture ouvreuse qui annonce attention course cycliste et la voiture de fermeture qui a pris le balai. Et dans cette enceinte-là, personne ne devrait circuler, mais comme on a des véhicules qui arrivent en sens inverse, on est obligé de les garer. Et de les garer, malheureusement, sur le bord de la route, même si vous prenez des routes à 2 voies, eh bien, ça perd une voie tout de suite. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, sur le Tour des Pyrénées, les filles ont paniqué un petit peu. C'est vrai que le vendredi, ça n'a pas été performant au niveau de la sécurité. Oui, notamment à Lourdes, l'arrivée dans la ville de Lourdes. Notamment à Lourdes, mais comme je dis toujours, qu'on soit dans une commune ou qu'on organise une course de cadets, comme j'organise avec le club de l'Escar, on ferme un circuit, on a les autorisations du maire de la commune, mais il y a toujours quelqu'un qui veut rentrer sur le circuit parce que, comme je dis, il a oublié sa baguette ou il veut rentrer chez lui. Oui. Ou tout simplement, il y a de l'incivilité parce qu'on le voit bien sur les routes aujourd'hui, c'est assez insupportable. Mais concrètement, Gilbert Duclos-Lassalle, vous venez de nous dire que, évidemment, on imagine que quand il y a les gendarmes, ça calme tout le monde, les gens respectent les interdictions de circuler. Sauf que ça coûte très cher et on a quelques prix, vous avez des ordres d'idées. Aujourd'hui, pour les clubs amateurs, c'est trop cher en fait. Oui, bon, mais après, rien n'est cher pour la sécurité, comme je dis. Bah voilà. Mais déjà, comme je dis à mon président de fédération, qui est M. Callot, je dis souvent, il faudrait que sur certaines épreuves, comme le Tour des Pyrénées, il y ait un minimum de gendarmes et que les colonels de gendarmerie des régions nous les donnent, ces gendarmes, parce qu'ils disent... Vous savez, j'ai annulé le Tour du Piémont il y a 2 ans parce que on m'avait promis les gendarmes en début d'année, et là, je ne regardais pas le prix. On m'avait dit qu'il y en aurait 6, et puis après, il n'y en avait pas 6. On a préféré envoyer les gendarmes encercler une fête pour savoir s'il y avait des gens qui allaient sortir avec un taux d'alcoolémie ou qui faisaient tuer du crack, comme je dis, que de donner des gendarmes pour escorter une course cycliste. Et ça, je trouve dommage. Je trouve dommage que quand il y a des belles épreuves comme ça, eh bien, il faudrait qu'il y ait que les colonels de gendarmerie soient obligés de donner au minimum 6 gendarmes, voire 8 gendarmes. Voilà, il y a une vraie réflexion évidemment à mener, Gilbert Duclos-Lassalle, parce que effectivement c'est l'uniforme qui dissuade, mais peut-être qu'on peut trouver une autre formule. Aujourd'hui, Gilbert Duclos-Lassalle, je disais, vous êtes président, mais vous êtes papa, votre fils a été coureur professionnel aussi, Hervé, mais aussi maintenant grand-père. Bon, on est tous des passionnés de vélo, on a un peu peur pour nos enfants, il est temps de faire quelque chose, il y a urgence. Oui, déjà on a peur quand ils vont à l'entraînement, parce que vous le voyez bien, il y a de plus en plus d'approchage entre les automobilistes et les cyclistes. Aujourd'hui, quand on a organisé une compétition, et c'est vrai, j'ai organisé la classique des Pyrénées juniors, où j'avais 195 juniors, bon ben voilà, on est toujours inquiet, on se met une pression énorme, et des fois on se pose la question, est-ce que ça me vaut la chandelle de faire courir ces gamins Malheureusement, si on ne les fait pas courir, on n'aura plus de champions. Déjà qu'on est en retard par rapport à d'autres nations, je dirais que c'est dommage. Bon, et c'est une vraie question que nous menons, que nous posons sur Sud Radio avec vous, Gilbert Duclos-Lassalle. Nous en reparlerons parce que c'est vrai, c'est un beau sport. Mais et puis n'oubliez pas, vous les conducteurs, oui, des fois vous nous dites on est énervé par les vélos, mais il n'y a rien à voir entre le jeune ou le moins jeune qui s'entraîne, qui fait du cyclisme sportif, et puis celui qui avec son costume respecte pas trop les feux rouges. C'est pas pareil. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac non plus. Voilà, merci à Gilbert Duclos-Lassalle. C'était les vraies voix du sport. Nous continuons le sport sur Sud Radio. Andrew Mertens, c'est l'invité d'une vie de rugby. Le Néo-Zélandais est là à un moment important, la grande finale, La Rochelle-Toulouse, demain à suivre sur Sud Radio. Allez, place au rugby. Merci à toute l'équipe autour de Benoît Goutorme, notre réalisateur, pour cette émission. À bientôt.